cet atelier vous est notamment proposé par Félix Blanc, à ma gauche, et par moi-même. L'alternance démocratique à l'épreuve de la présence militaire française. Donc il y a l'alternance démocratique et il y a la présence militaire française. L'alternance démocratique, tout le monde en parle en Afrique aujourd'hui, notamment tout le monde parle de cette histoire de troisième mandat. Le troisième mandat est devenu quelque chose d'un peu interdit ou quelque chose que les Africains ne veulent plus, que visiblement la communauté internationale ne veut plus. En tout cas, Barack Obama a été très clair de ce point de vue-là lors de son récent voyage dans plusieurs pays d'Afrique. En même temps, on voit bien que le troisième mandat, c'est pas possible dans certains pays. Ça n'a pas été possible au Sénégal. Récemment, on l'a vu avec l'élection de Macky Sall. Ça n'a pas été possible pour Blaise Compaoré au Burkina Faso. Il est sorti sur cette question. Il fait de la pression populaire. Et puis, c'est peut-être encore possible, malgré tout, dans d'autres pays qui sont peut-être plus considérés comme stratégiques par les puissances occidentales. Au Rwanda, semble-t-il, Paul Kagame veut un troisième mandat et seul le Parti vert rwandais s'y est opposé à ce jour. Il a déposé un recours au Conseil constitutionnel rwandais pour éviter que ce soit possible. Et puis à Djibouti, Ismaël Omar Guelleh est parti pour se présenter pour un quatrième mandat en 2016. Au Tchad, Idriss Déby est parti pour se présenter pour un cinquième mandat en 2016. Il se trouve que c'est deux pays où la présence militaire française est stratégique, puisque Djibouti, c'est la principale base militaire française permanente en Afrique, avec aujourd'hui plus de 1900 hommes qui vont être amenés à 1300 bientôt à l'horizon 2017. Réduction prévue par le ministre Blanc de la Défense il y a 2 ans maintenant. Et au Tchad, c'est un cas un peu différent. C'est une opération où il y a plus de 3000 militaires, mais ce n'est pas une opération permanente. C'est pas une base permanente, c'est une opération militaire, par contre, un peu permanente depuis 1984. Félix va nous raconter un peu plus. Alors, pour parler de ces questions, des députés, parce qu'il y en a quelques-uns malgré tout, de l'Union de Salut National, de l'opposition unie à Djibouti, donc Doualé Ege Oflé, à ma gauche, Zakaria Abdellahi, à ma droite, au Tchad, Félix. C'est Narmadji, à ma droite, porte-parole de la coalition Pro-C'est-Pro, et Mahamat Nour Ibedou, à ma gauche, comme second porte-parole de cette coalition. On va essayer de comprendre avec eux si une alternance démocratique est possible dans ces pays, qu'est-ce qui la bloque, est-ce que malgré tout on peut trouver des solutions pour que ce soit possible, si oui, comment faire. On va aussi explorer les questions écologiques dans leur pays. Et puis, on va dialoguer, on va organiser un dialogue entre nos amis djiboutiens et tchadiens qui sont là, et Michel Rivazi, ici pas encore présente, mais qui serait tardé d'ici quelques minutes. Donc Michel Rivazi qui est député européen de l'ELV, et également vice-présidente, alors c'est un petit peu technique, vice-présidente de l'Assemblée paritaire parlementaire UE-ACP, qui nous expliquera en quoi ça consiste. Donc, je ne sais pas. Ah, voilà, Michel, on peut vous présenter. Excusez-moi. Donc, peut-être, je ne sais pas, si tu veux dire un mot du Tchad, Félix, ou avant qu'on commence sur Djibouti, comme tu le sens, ou... Voilà. Bon, commençons peut-être sur la situation à Djibouti avec Doualé Ege Oflé, donc député de l'USN, l'Union de Salut National, à qui on a demandé de réfléchir à 3 questions. 1. L'alternance démocratique est-elle possible aujourd'hui à Djibouti? 2. Si oui, comment? 3. Si l'USN, l'Union de Salut National, obtient la majorité absolue ou obtient le président djiboutien en 2016, quelle sera la dimension écologique de son programme? Voilà, à vous. Merci beaucoup. Je suis député de Doualé Ege Oflé, de l'opposition de Djibouti, qui est une coalition qu'on appelle l'USN, l'Union pour le Salut National. Je vais faire un petit discours dans ce sens. Et je remercie d'abord l'ARF de nous avoir invités et de nous permettre de parler d'un pays dont on parle peu. Djibouti, le nôtre. Nous allons en quelques lignes essayer de montrer que malgré son importance stratégique pour la puissance de ce monde, ils sont militairement très présents,
Djibouti se trouve dans une situation lourde de risques, sous le régime d'un homme pourtant sensible à la pression internationale. C'est un pays stratégiquement situé et à forte présence militaire occidentale. Beaucoup à travers le monde ne le savent pas, mais la République de Djibouti est un pays de la Corne d'Afrique. Il couvre 23 000 km² et compte 800 000 habitants. La position géographique de Djibouti, en fait, est un pays stratégique. Il se trouve à la jonction de la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui donne accès à l'océan Indien. C'est un carrefour maritime stratégique, mais aussi une porte d'entrée pour les terres enclavées d'Éthiopie et d'au-delà. Cela y explique la forte présence militaire française et d'autres puissances occidentales. Il y a à Djibouti la plus grande base militaire française d'Afrique, même si elle va être réduite à 1350 hommes, la seule base américaine d'Afrique, ainsi que la première base militaire du Japon à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. Djibouti accueille aussi des contingents allemands, espagnols, britanniques, hollandais, notamment dans le cadre de la force européenne Atalante, lutte anti-piraterie. Djibouti, un peuple condamné à la misère. Ces bases procurent beaucoup d'argent à Djibouti. Les Français payent 30 millions d'euros par an. Les États-Unis d'Amérique, 30 millions de dollars, qui s'engagent à doubler à condition de réformes démocratiques et de liberté publique. C'est une condition sine qua non qui n'a pas été réalisée encore jusqu'à présent depuis 2010, où le premier contrat était limité à 2010. Donc depuis 5 ans, le loyer n'est pas doublé parce que les libertés publiques et les droits de l'homme ne sont pas appliqués à Djibouti. À cela s'ajoute ce que payent les puissances dont le contingent séjourne hors base, sans parler des dépenses que font base et soldats faire l'économie locale, tous stationnements confondus. De plus, les ports djiboutiens sont utilisés par l'Éthiopie enclavée de plus de 80 millions d'habitants, dont plus de 80% des importations et exportations passent par Djibouti, générant des ressources sans précédent dans l'histoire portuaire de Djibouti. Et les recettes fiscales de l'État sont substantielles. Mais tout cet argent profite peu à la population qui reste pauvre à 80% et dans la pauvreté absolue à 43%. Avec un taux de chômage qui frappe plus de 60% de la population active, le pays est d'ailleurs classé 164e sur 186 dans l'indice de développement humain ou IDH 2013. Le président Ismaïl Omar Guelleh, neveu et ancien chef de la sécurité de son prédécesseur et oncle Hassan Bouled Apiton, a succédé à ce dernier en 1999 par un hold-up électoral commis aux dépens du candidat de l'opposition et figure de l'indépendance, M. Moussa Ahmed Idriss. Du reste, les élections n'ont jamais été libres ni transparentes à Djibouti. Et l'opposition n'a jamais pu prendre part à la gestion du pays. Pourtant, elle a régulièrement gagné la plus grande part des suffrages du peuple. Elle a ainsi gagné les législatives du 22 février 2013, ce sont les dernières législatives, à hauteur de 52 sièges sur les 65 que compte l'Assemblée nationale. Sous la bannière de l'Union pour le salut national, l'USN, coalition de 7 partis politiques djiboutiens d'opposition. Comme d'habitude, le pouvoir a revendiqué une victoire qu'il s'est vite trouvé incapable de justifier par le résultat, par bureau de vote. Après près de 2 ans de crise post-électorale, marquée par une répression toute azimite, l'ISN a signé le 30 décembre 2014 un accord cadre avec le gouvernement, acceptant le 10 députés que le régime lui reconnaissait. Ces quelques députés de l'opposition, les premiers de l'histoire de la République de Djibouti, et dont je suis, siègent depuis janvier 2015 au lieu de février 2013.
Mais le régime refuse de respecter les engagements pris au titre de cet accord cadre du 30 décembre 2014. Excusez-moi. Ainsi, il n'a pas rétabli dans leurs droits les personnes lésées au cours de la répression post-électorale, ni réalisé les réformes démocratiques promises. Les plus importantes de ces réformes sont la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante paritaire, un statut de l'opposition, le renforcement de la décentralisation ou encore l'amendement de la loi sur la communication pour permettre la création des médias indépendants. Après 39 ans d'indépendance, aucun média indépendant n'est autorisé à Djibouti. Il en résulte que la crise risque fort de s'ajouter à la crise avec l'élection présidentielle d'avril 2016 et une jeunesse aussi désespérée que démographiquement majoritaire. De même, la société civile fait l'objet d'un contrôle gouvernemental serré, empêché de se développer. Aucune association ne peut agir sans être liée d'une manière ou d'une autre au régime. Et le mouvement syndical n'a pas le droit de citer toute tentative d'action syndicale est réprimée. De cette situation explosive, le paysage médiatique réduit à une radio, une télévision et un journal, tous trois gouvernementaux ne rendent compte. Les médias internationaux non plus ou très rarement. Et l'autorisation d'ouverture est systématiquement refusée aux médias audiovisuels indépendants. Ainsi, la radio en ligne, La Voix de Djibouti, on appelle LVD, a reçu un avis de maître en modulation des fréquences sur le territoire djiboutien par courrier du ministère de la Communication daté du 11 mai 2015. C'est la dernière demande formulée par le LVD. Fait lourd de sens, Reporters sans frontières, RSF, classe Djibouti au 170e rang sur 180 pays. Pour la liberté de la presse, en 2015. Classement en recul d'un poids par rapport à 2014. Tout cela sur fond de menaces écologiques. Ce pouvoir sans partage et sans reddition de comptes, en un mot, cette malgouvernance met à mal l'environnement naturel à Djibouti. En l'absence d'une politique écologique digne de ce nom et du fait de la misère sociale, la désertification gagne du terrain. La coupe de poids à des fins de cuisine et de chauffe, les effets de la sécheresse, la pression exercée par le bétail aggravant dangereusement un écosystème déjà fragile, sans compter l'impact des sacs de plastique qui colonisent toujours davantage l'environnement et la menace de la montée des eaux de mer sur les 372 km de côte. Et pour conclure, cette situation n'est pas une fatalité. En effet, si les aspirations populaires au changement démocratique reçoivent le soutien qu'elles méritent de la part du monde démocratique, la situation évoluera favorablement. Il faut dire que sans le soutien actif ou par le silence des puissants de ce monde, le dictateur djiboutien ne s'accrocherait pas tant au pouvoir. S'il s'y accroche et méprise son peuple, c'est parce qu'il reste encore largement persuadé qu'il jouit d'un soutien inconditionnel de l'Occident. Un Occident qui trompe pourtant avec le plus offrant. Exemple, le cas des bases chinois, russes, américains et autres. Bien sûr, le changement sans aide extérieure n'est pas impossible à Djibouti, mais dans le contexte actuel de la région, Shabab en Somalie, Al-Qaïda et Daesh au Yémen, tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée, le risque de violence d'un tel scénario sont bien plus grands. D'où notre préférence responsable pour une évolution fondée sur le respect de l'accord cadre du 30 décembre 2014. Une telle évolution permettrait au pays de respirer au plan démocratique et de valoriser ses atouts au niveau socio-économique dans le cadre d'un développement respectueux de l'environnement et de l'humain. Merci. Je vais juste demander à Maki Oumedgaba, qui est représentant de l'USN en France,
voilà, nous dire un mot aussi, si tu as quelque chose à ajouter, Mathilde, Oui. brièvement. Oui. Merci à Doualé, notre député de l'USN à Djibouti. Effectivement, je me demandais comment il arrive. Alors, Djibouti, souvent, les élections étaient toujours fraudées. En 2013 aussi, fraudées, mais sous la pression populaire, le gouvernement a accepté quand même de réserver un pourcentage de postes à l'opposition, qui, elle, avait gagné la totalité, mais l'accord cadre nous a donné la possibilité au moins d'occuper 8 postes de députés, alors que les négociations continuent. M. Doualé est député à l'Assemblée au titre de l'opposition USN, qui normalement doit être majoritaire puisque nous avons remporté les élections. Donc merci M. Doualé Égé d'être venu jusqu'à là pour nous présenter Djibouti. Alors moi, je rebondis, je suis moi ici, représentant de l'USN ici en France, et je sais que le peu d'avancées, le peu de démarches qui ont été accomplies à Djibouti est dû grâce justement à l'action de la diaspora et des lobbies amis que nous contactons ici. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé des manifestations, des conférences. Nous avons même obtenu que le Parlement européen prenne une résolution en juillet 2013. Tout ça est dû à l'action de tous les amis qui travaillent avec nous. Je cite en particulier M. Benjamin Bibas, qui a beaucoup travaillé avec l'opposition USN, grâce à qui nous avons obtenu des résultats, notamment des courriers officiels adressés au gouvernement, à la Commission française, à la Commission européenne, qui ont eu des résultats. Et dans ce cadre-là, je voudrais que vous soyez conscients que Djibouti dépend beaucoup de l'extérieur. L'image de Djibouti compte beaucoup pour son existence. Le gouvernement de Djibouti ne peut rien faire si à l'extérieur, dans les médias, dans la représentation diplomatique, on a une image dégradée de ce gouvernement. C'est pourquoi vous avez un rôle particulier à jouer pour que cette pression continue jusqu'à aboutir un jour, bientôt, à une démocratie, en tout cas plus de démocratie à Djibouti. Voilà, merci. Oui, Zakaria, brièvement, oui. Oui, très rapidement, Zakaria Abdillahi, président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, avocat au barreau de Djibouti, dans des conditions extrêmement difficiles. Difficile d'être avocat dans une dictature, député de l'opposition aussi. Juste quelques précisions par rapport à la réalité du pays et par rapport à l'Occident. C'est vrai que pour la première fois dans l'histoire de notre pays qui est issu d'un système colonial implacable dirigé par la France, c'est que pour la première fois dans l'histoire de ces pays, une résolution assez courageuse, c'est une première aussi, à l'unanimité, il faut souligner, des parlementaires européens ont quand même condamné l'État de Djibouti en disant que Djibouti ne respecte pas les droits fondamentaux les plus élémentaires, y compris les élections. Il y avait un hold-up électoral. Ils ont dit, bon, c'est vrai que Noël Mamère est intervenu, on se rappelle quand même de façon assez courageuse à l'Assemblée nationale pour dire ce qu'il fallait dire. D'autres députés l'ont fait. Et nous remercions, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ce sont les Djiboutiens, ils sont sur le terrain, ils sont victimes de répression tous les jours. Il y a la présence énorme, la présence occidentale. La France est présente. La délégation de l'Union européenne, avec l'ambassadeur, est présente. Les États-Unis d'Amérique. Le Japon, pour la première fois de son histoire, sort dans son giron, s'installe dans un pays quasi res nullis. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Et pourtant, c'est un des rares pays où encore on bafoue la Constitution. La Constitution qui a été faite sur mesure, elle n'est même pas respectée alors qu'elle a été faite sur mesure. Par son oncle. Une succession, nous allons faire à des successions. C'est une réalité encore qui est dépassée peut-être dans ces contrées, mais qui est réelle encore, surtout cette poudrière qui est la corne de l'Afrique, hein. L'Érythrée, Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie et le nord du Kenya, n'oublions pas, parce qu'il y a une région Somalie au nord, les Shabab sévissent de Nairobi à Djibouti, donc même s'il y a des caches. C'est vrai qu'à Djibouti, l'alternance est possible, bien sûr qu'elle est possible. Mais c'est vrai que nous n'avons pas réellement le soutien des pays démocratiques tels que la France. On a l'impression que la France se contente de ce dictateur, peut-être, qui ne touche pas trop aux intérêts de la puissance tutélaire coloniale. Voilà la réalité. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un soutien direct des partis démocratiques en Europe, et particulièrement dans la France, pour des raisons historiques,
pour qu'on dise qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, comme a souligné Bibas, c'est qu'aujourd'hui, président de la République française, M. Hollande, dit clairement, rappelez-vous aussi ce qu'il a fait au sommet de la francophonie, je crois, à Dakar, il a été clair là-dessus que oui, c'est fini, la dictature, c'est fini, la multiplication des mandats, c'est fini. Jamais il s'est prononcé sur Djibouti. Obama l'a dit. Il désigne certains pays, sont désignés, y compris aujourd'hui le Rwanda. On lui dit non, non, non. Mais on ne dit pas au dictateur djiboutien qui vient entamer le 5e mandat. Ça aussi, on est plus que stomaqués d'entendre de personnes se disant démocratiques. On voit les partis politiques. C'est vrai que le Parti socialiste a sorti un communiqué récemment lors du congrès de Poitiers, condamnant parce qu'il y a des arrestations et tout ça. Bon, c'est vrai que Djibouti a sorti des communiqués dans lesquels il dit oui, Djibouti est un État souverain. Personne ne doute. Il faudrait encore avoir le moyen de sa souveraineté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une occupation militaire claire à Djibouti. Française, japonaise, coréenne, bientôt chinoise. Et la Chine, que je sache, n'est pas respectueuse du tout de droits de l'homme. C'est une réalité constante qui continue à piller les richesses. Vous connaissez certains pays, parce que Djibouti, sa richesse, c'est un point stratégique, mais par rapport à d'autres pays qui ont des mines, vous savez ce qui se passe. Donc, pour revenir en fait à la réalité djiboutienne, sauf qu'à Djibouti, il y a eu des élections. Il y a toujours des élections. Les élections étaient toujours, il y a eu toujours, le système en place a toujours triché. Aujourd'hui, il y a eu des accords dont il a parlé, que je résume rapidement. Des accords dans des conditions difficiles ont été signés. On lui demande de faire une commission électorale nationale indépendante. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Voilà. Donc nous demandons à vous de faire ce que vous pouvez faire à votre niveau pour dire que le Djibouti respecte au moins cette commission pour qu'il y ait que les élections se passent dans des conditions normales, dans la transparence. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Félix pour aborder la question du Tchad. On prendra un tour de parole après avoir abordé un tour de questions après avoir abordé les deux pays. Que demandait exactement cette résolution du Parlement européen de juillet 2013 dont vous avez parlé tous les deux? Elle disait quoi? Elle revenait sans doute sur les élections d'avril, c'est ça ou... Absolument. Elle a dit clairement que Djibouti n'a pas respecté non seulement les droits humains, mais en même temps, nous demandons à ce que Djibouti publie les résultats de l'élection, bureau par bureau, conformément à la loi djiboutienne. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est la résolution du PE. Voilà, c'était ça, à peu près, en résumé. Le résultat, c'est l'élection, la perte ou le gain de l'élection, c'est fait par bureau de vote. La loi prévoit d'afficher dans les médias publics gouvernementaux les résultats par bureau. Depuis fin février 2013, les résultats par bureau de vote n'ont jamais été publiés dans le journal ni à la télé. Le refuse. Donc l'Union européenne, la France, l'affaire étrangère française, Quai d'Orsay, ont fait des communiqués en ce sens, mais à ce jour, jamais. Donc nous voulons que l'Union européenne conditionne, la France conditionne les aides, les dons et les prêts aux évolutions démocratiques, libertés publiques et autres, conditionne ce don par rapport à ça. Merci. Ouais, je vais peut-être dire un mot là. Moi, je suis coprésidente de la Commission sociale et environnement aux ACP. Les ACP, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ça regroupe plus de 90 pays, dont Djibouti d'ailleurs. Oui, oui. Dans le cadre de ces ACP, il y a deux grosses réunions, une à Bruxelles et une dans un État membre. Et on regarde chaque fois à la fois les droits de l'homme, à la fois le problème social, environnemental et politique. Et je pense qu'il faut utiliser les élections d'avril 2016 pour poser un certain nombre de choses, c'est-à-dire le respect déjà de cet accord cadre de 2014. Parce que pour l'instant, il n'est pas respecté, hein, il n'y a toujours pas l'élaboration de cette commission électorale. Parce que pourquoi on peut jouer? Parce qu'on envoie des observateurs aux élections. Et on envoie des observateurs aux élections pour valider ces élections à partir du moment où ces principes sont respectés. Et on demande à ce qu'il y ait ces commissions paritaires indépendantes, ces commissions électorales, et puis l'accès aux médias.